Eh bien, le procès de Didi poursuit la mauvaise affaire et il y a quelque chose de louche avec la faillite de Red Lobster. Aussi, certains d'entre vous se demandent peut-être qui je suis. Alors aujourd'hui, nous allons revenir à la toute première histoire que j'ai couverte sur TikTok, où j'ai révélé qu'il y avait du poison dans la nourriture pour bébés. Nous répondrons également à certains de vos commentaires. Bienvenue à nouveau sur Candace. Notre première histoire aujourd'hui concerne la nourriture, un type de nourriture bien précis que la plupart d'entre vous consomment probablement, mais dont vous n'avez sans doute jamais réalisé le côté sombre. Et je parle évidemment des crevettes. Des crevettes à volonté, pour être précis. En mai dernier, Red Lobster a déposé le bilan. Et à l'époque, j'avais supposé à tort que c'était à cause d'une mauvaise gestion lors d'un rachat par un fonds d'investissement privé. Comme tous les autres jeunes branchés de nos jours. Mais il s'avère que ça, c'est de l'histoire ancienne. Le capital investissement était déjà passé par là en 2014, lorsque Red Lobster avait été racheté par Golden Gate Capital. Et qu'ont-ils fait immédiatement après? Eh bien, si vous avez regardé notre émission hier, vous le sauriez. Ils ont vendu tous les biens immobiliers de Red Lobster dans le cadre d'un montage de Station Bay, un peu comme Toys R Us et bien d'autres marques avant eux. Ils ont en fait utilisé ce montage de Station Bay pour financer leur rachat initial de Red Lobster, comme un rachat par effet de levier dont nous avons déjà parlé. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai cherché à savoir qui possède Golden Gate Capital. Elle a été fondée par d'anciens professionnels de la société de capital investissement Bain Capital et de sa filiale Bain & Company, dirigée par l'ancien associé de Bain Capital, David Dominic. Vous vous souvenez comment, la dernière fois, nous avons parlé du fait que Bain Capital était la branche de capital investissement et Bain & Company était la branche de conseil et ils ne travailleraient jamais ensemble, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Quand on regarde la société immobilière avec laquelle ils se sont associés dans l'affaire, plus tard la même année, en 2014, ils se sont fait épingler pour une petite somme de 23 millions de dollars. Erreur comptable. Cela provient de plusieurs sources en ligne ainsi que de Wikipédia qui nous résume tout cela. La société s'appelait auparavant American Realty Capital Properties, Inc. et elle a changé de nom après un scandale comptable. Son nom était dérivé du mot latin veritas, qui signifie vérité. En octobre 2014, la société a admis une erreur comptable de 23 millions de dollars et a licencié le directeur financier Brian Block. Des poursuites allèguent que des initiés ont reçu plus de 900 millions de dollars en frais de la société. En décembre 2014, Schorsch a démissionné de son poste de président. Vous vous souvenez, en 2014, juste au moment où il venait de racheter toutes ses propriétés à Red Lobster, c'est à ce moment-là qu'ils ont commis toute cette erreur comptable. En juillet 2015, la société a changé de nom pour devenir VEREIT, Vérité. En septembre 2019, certains défendeurs ont accepté de verser 1,25 milliard de dollars. C'est donc un petit raté. Bref, on se laisse distraire. Retour aux crevettes à volonté. Les crevettes à volonté ont entraîné une perte d'exploitation de 11 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. Il y avait aussi le fait que, lorsque des groupes arrivaient chez Red Lobster dans l'espoir de se goinfrer d'une cargaison de crevettes à volonté, ils ne voulaient tout simplement plus partir. L'expérience de Burke, qui a servi un homme ayant englouti 16 portions en 2 heures, était en réalité plutôt modérée, comparée à certaines autres histoires que j'ai entendues. Josie, 19 ans, qui a également demandé à rester anonyme, très anonyme même, travaillait dans un Red Lobster de Kansas City aujourd'hui fermé. Là-bas, elle a vu un client solitaire engloutir 30 portions de crevettes frites en 4 heures. D'après les informations nutritionnelles sur le site de Red Lobster, cela représente environ 14 000 calories. Saison de prise de masse. Mais si vous lisez suffisamment de gros titres, vous vous rendez vite compte qu'il y a une crevette spiracie en cours. Et c'est parce que Red Lobster a été entièrement racheté par une entreprise appelée Thai Union. Thai Union possédait Red Lobster et fait en réalité l'objet d'une enquête pour son rôle dans toute cette débâcle. C'est parce que Thai Union non seulement détient 100% de Red Lobster, mais a aussi été historiquement un fournisseur à grande échelle de la chaîne. Juste avant cette promotion, ils ont éliminé tous les autres fournisseurs de crevettes.
Thai Union est l'un des plus grands fournisseurs de crevettes au monde, ainsi que de toutes sortes d'autres produits de la mer, comme le thon en conserve. Et je ne peux que supposer que leur objectif avec Red Lobster n'a jamais été de gérer une chaîne de restaurants prospère, mais plutôt de réaliser le tout premier plan d'escroquerie basé sur la crevette au monde. Parce que, souvenez-vous, Red Lobster, la société avait déjà été pillée par des fonds d'investissement avant que Thai Union ne la rachète. Donc, à moins que Thai Union ne soit stupide, lorsqu'ils l'ont acheté, ils savaient déjà que Red Lobster était en grande difficulté. Et quand ils en ont pris possession, qu'ont-ils fait? Ils ont coupé tous les autres fournisseurs de crevettes et se sont transformés en unique fournisseur de crevettes. Et ensuite, ils ont proposé cette offre folle où Red Lobster s'est ruiné en achetant des crevettes à volonté à Thai Union. Et lorsque vous examinez les états financiers les plus récents de Thai Union, il possède 62 entreprises de produits de la mer à travers le monde, dont beaucoup sont spécifiquement des fermes de crevettes, des sociétés de conditionnement et de distribution. Mais si vous additionnez toutes les entreprises dont ils détiennent plus de 25%, ce chiffre grimpe à 76. Thai Union Group est la plus grande entreprise de produits de la mer au monde et occupe la première place dans l'industrie de la production alimentaire sur l'indice de durabilité du Dow Jones, ce qui pourrait être vrai tant que l'esclavage n'est pas l'un de leurs critères. Parce que ce rapport a été produit par Sustainability Incubator l'année dernière seulement à propos des violations flagrantes des droits humains dans l'industrie de la crevette. Thai Union est mentionné à de nombreuses reprises, faisant souvent référence à leur filiale Chicken of the Sea, qui est l'un des principaux fournisseurs de produits de la mer aux États-Unis, l'un des plus grands fournisseurs de produits de la mer au détail. Le rapport souligne qu'au prix payé par kilogramme dans ces pays d'origine, il est littéralement impossible que le travail forcé et l'exploitation ne fassent pas partie de la chaîne d'approvisionnement. D'après leur analyse, les revenus mensuels moyens des éplucheurs de crevettes sont les plus bas en Inde. Ouais, je ne sais pas trop ce qui se passe en Équateur, entre l'endroit où les crevettes sont bon marché et celui où les salaires sont enregistrés. Peut-être qu'ils ne paient même pas de salaire en Équateur. Je ne sais pas. Mais il suffit de dire que ce n'est probablement pas un secteur très recommandable que de travailler dans la crevette en Équateur. Ce n'est pas juste une théorie farfelue inventée par Sustainability Incubator. Vous n'avez peut-être pas remarqué l'énorme scandale qui a secoué l'industrie de la crevette il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, nous allons tout explorer en détail. Mais avant de détailler la traite moderne des esclaves dans l'industrie de la crevette, je voudrais vous lire un extrait du livre « La vie secrète des supermarchés ». Parce que, voyez-vous, il était notoirement difficile d'élever ou de domestiquer les crevettes. Lorsqu'on les place dans des conditions d'élevage, leur développement sexuel est freiné par le stress, et les femelles ne développent tout simplement pas d'ovaires pour des raisons que nous ne comprenons pas entièrement. Et le livre aborde ce sujet avec des détails assez intéressants. Et ensuite, les choses deviennent vraiment folles. La seule grande percée est survenue d'une manière aussi étrange que brutale. À l'époque, comme aujourd'hui, ceux qui essayaient de faire fonctionner l'aquaculture élevaient leurs crevettes dans des bacs surpeuplés. Et tandis que leurs crevettes tournaient encore et encore en rond dans ces bacs, leur œil extérieur frottait contre la paroi du réservoir. Et lentement, après Dieu sait combien de tours dans Dieu sait quel type d'environnement surpeuplé, le globe oculaire le plus extérieur de la crevette, la plus à l'extérieur de ces bacs, finissait par être complètement usé, effacé par la friction. Et de cette misère, une industrie est née. Il s'avère que, pour des raisons biologiques encore inexpliquées, une crevette femelle qui perd un seul œil est propulsée précocement dans la puberté, sa perte oculaire déclenchant une cascade d'hormones qui lui permet de développer des ovaires en à peine 3 jours. Cela n'était pas prévisible, et cela ne correspond à aucune grande théorie anatomique de l'endocrinologie des crevettes, mais c'est bel et bien réel. Et un agriculteur extrêmement attentif l'a remarqué et a commencé à couper les yeux à la main dans le but de reproduire ce phénomène. Bientôt, le procédé est devenu courant. Il a été étudié et vérifié en laboratoire, et bien que personne n'ait vraiment pu expliquer l'ablation du pédoncule oculaire, la science, dans sa démarche singulière, a poursuivi joyeusement sa route, propulsant l'aquaculture de la crevette dans une nouvelle ère. Ainsi, lorsque cette pratique a été inventée dans les années 70, la Thaïlande était l'une des principales industries de la crevette au monde grâce aux eaux qui l'entourent. Mais désormais, la demande explosait et il fallait donc des ouvriers pour y répondre. Heureusement pour l'industrie thaïlandaise de la crevette, la Birmanie se trouve juste à côté. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Myanmar ou de Birmanie, selon l'époque à laquelle votre livre d'histoire a été écrit.
Il ne manque pas de réfugiés cherchant à fuir la Birmanie ou le Myanmar pour une vie meilleure en Thaïlande. Il y a eu des guerres civiles, des coups d'État et des effusions de sang en Birmanie depuis avant la naissance de la plupart d'entre nous. Et ce livre, La vie secrète des supermarchés, raconte l'histoire d'une personne en particulier qui est devenue pêcheur, non par choix, venue du Myanmar en Thaïlande à la recherche d'une vie meilleure et qui s'est retrouvée esclave de l'industrie de la crevette. Un petit point de contexte sur son origine. Il n'existe aucun repère simple pour décrire la Birmanie rurale à cette époque. C'est un endroit vain et corrompu, figé dans le temps, sans électricité, sans eau courante, ni route goudronnée, mais pourtant orné de fusils d'assaut. Tun Lin n'a pas grandi avec un plancher, mais il se souvient du N16 de son père appuyé contre les murs de leur cabane. Le transport vers le front se fait principalement en charrette tirée par des bœufs. Le pays, à cette époque, est en guerre civile perpétuelle. Entre le gouvernement et les communistes, entre de petites armées de mercenaires financées par des industriels et des tribus rivales, entre ethnies et religions dans les différentes sous-régions, tous s'allient, se séparent et se réorganisent pour semer le chaos. Il quitte son village natal sans prévenir personne, en portant 3 t-shirts, 3 pantalons, une couverture et les chaussures qu'il porte. Il n'a pas de vrai sac, alors il en utilise un en plastique. Il franchit la frontière à la ville de Mewadi et c'est facile. Il le fait tout seul, sans passeur ni trafiquant. Il s'agit simplement de faire du stop et de traverser en courant une rivière à quelques mètres du poste de contrôle officiel. Lorsque je me rends à Mewadi, 18 ans plus tard, je vois plusieurs personnes faire exactement la même chose. De là, il grimpe la rive escarpée et arrive du côté thaïlandais de la frontière, dans une ville appelée Mae Sut. Il est tout seul. La réalité d'être en Thaïlande, d'entendre une langue différente, de ne connaître absolument personne, le frappe de plein fouet. Et alors que cette réalité s'impose, un passeur lui fait signe. Tung Lin dit qu'il avait l'impression que l'homme l'attendait. Le passeur a environ 40 ans, des yeux vifs et séduisants, vêtu d'une chemise bleue à manches longues, propre. Alors, Tung Lin s'approche et le passeur lui demande, en birmane, « Où veux-tu aller ?» Et Tung Lin répond simplement, « Thaïlande », sans vraiment réaliser qu'il est déjà en Thaïlande. Le passeur lui dit que ce n'est pas grave et passe son bras autour de ses épaules. Tous deux retournent à une maison en briques de 2 étages à Mae Sot. Ils marchent côte à côte comme s'ils étaient en rendez-vous. Pendant tout le trajet, ils parlent en birmane de la Thaïlande. Tun Lin est très excité. Le passeur lui décrit un avenir. Il lui parle des différentes villes de Thaïlande, des stations balnéaires du sud, des gratte-ciels de Bangkok, des usines de Samut Sakhon. Et bien sûr, il lui parle de tous les emplois. La première chose qu'on lui dit en s'asseyant par terre dans cette cabane, il a beaucoup de chance. L'un des migrants près de lui explique que Tun Lin est arrivé à un très bon moment. Cela a été difficile dans la maison. Certaines personnes attendent par terre depuis plus d'1 semaine, mais Tun Lin apprend qu'ils devraient être très enthousiastes car le lendemain, ils doivent partir. Comme promis, le lendemain matin, le passeur arrive. Il leur dit qu'ils vont à Chiang Mai, une ville du nord, mais il informe le groupe que la police recherche des migrants. Il rend son travail très difficile et dangereux. Il explique que l'armée arrête les véhicules sur le bord de la route et vérifie les papiers. Donc, pour arriver à Chiang Mai sans se faire arrêter, ils devront y aller à pied. C'est une marche de 210 miles à travers la jungle et plusieurs montagnes en pleine saison des pluies. Tun Lin ne le sait pas car le passeur ne le dit pas. Le passeur ne répond à aucune question et n'explique rien d'autre que la façon de quitter la ville sans attirer l'attention. Tun Lin est simplement enthousiaste à l'idée de commencer. Il pleut sans arrêt le premier jour de marche et rapidement, le groupe commence à se désorganiser. Beaucoup étaient déjà malades et affamés avant de partir. Chaque nuit, ils dorment dehors, blottis en groupe sous les arbres ou dans de petites grottes et sous des surplombs dans les zones montagneuses. La seule nourriture est distribuée à 2 points de contrôle par jour, où le guide a prévu que des repas soient cachés. Chacun de ces repas est identique, du maquereau en conserve à la sauce tomate. Ce n'est pas une boîte par personne. Chun Lin dit qu'il partage les boîtes à 3, 4 ou 5 personnes par boîte. Tun Lin estime qu'un groupe de 100 personnes a quitté la maison. À la fin de ce voyage, il sait avec certitude qu'il a vu 6 personnes mourir de faim ou de maladie. Une fois monté dans un camion, il s'assoit en rangée, si serré qu'il est difficile de respirer. Puis la porte se referme. Il fait noir, personne ne parle. Tun Lin n'est pas sur l'un des bancs, mais assis par terre, les genoux repliés contre sa poitrine. Il ferme les yeux et essaie de ne pas penser. En estimant sur une carte sans circulation, leur trajet dure 12 heures. Il me dit qu'il n'y a aucune pause et que les gens ne peuvent pas se retenir, alors ils urinent et défèquent dans le camion.
À leur arrivée, l'arrière du camion s'ouvre et on leur dit de descendre. Un par un, ils se déplient. Des gens pleurent. Une femme près de Toon Lin est morte. Elle a été étouffée ou écrasée. Toon Lin ne sait pas laquelle des deux. Il sait seulement qu'il était assis si près d'elle pendant tout le trajet et qu'il n'avait pas pensé à elle. Une fois qu'on le met sur un bateau, ce qu'il n'a pas demandé, il ne peut pas manger car il a le mal de mer et vomit tout, et il n'a pas le droit de dormir. Cela dure 3 jours. C'est à ce moment-là que le capitaine sort les grosses boîtes de café instantané pour que l'équipage en mange. Oui, à manger, pas à boire. Le 4e jour, alors qu'il travaille, il ne comprend pas les hommes qui parlent des langues comme le khmer et le lao, avec lesquels il ne peut communiquer que partiellement. Nauséeux, affamé, épuisé, Toon Lin dit qu'il devient physiquement incapable de continuer à travailler. Alors il s'arrête et va dans le vide sanitaire pour faire une sieste. C'est sa première correction. Le capitaine le trouve endormi. Il réveille alors Toon Lin avec une arme. Mon traducteur insiste pour appeler cela un yo-yo. C'est une boule d'acier attachée à un cordon élastique, et il la fait tournoyer vers Toon Lin, le frappant au visage, puis à plusieurs reprises sur les épaules. Toon Lin me montre ses cicatrices. Il dit qu'il a été battu de nombreuses fois au fil des années, mais qu'il se souviendra toujours de cette première fois. Toon Lin dit qu'il n'a plus été battu après cela. Le capitaine n'a qu'à pointer ce yo-yo pour que Toon Lin accélère son travail. Jusqu'à ce qu'après avoir attendu 6 mois, il commette l'erreur de demander le salaire qu'on lui avait promis. Parce que c'est comme ça qu'ils l'ont fait monter à bord, en lui disant qu'il allait avoir un travail. Pour cela, il est battu encore plus violemment qu'avant. Il comprend alors que le capitaine est son propriétaire, qu'il l'a acheté en rachetant sa dette. Son ami Tulek, lui, ne supporte tout simplement pas cela. Il n'est qu'un adolescent et il est faible, ce qui fait qu'il est battu plus fréquemment. Alors que le capitaine le fouette, Tulek perd lentement la raison. Après une raclée particulièrement violente, Tulek tombe gravement malade. Il ne peut plus marcher et on lui permet de se reposer. Mais Toon Lin sait que quelque chose ne va pas. Chaque fois qu'il pose des questions à Tulek, le garçon ne fait que rire ou pleurer. Peu de temps après, Tulek refuse de travailler. C'est alors qu'il est battu jusqu'à perdre connaissance, puis jeté à la mer d'un coup de pied. Les mois passés en mer deviennent des années. Toon Lin s'adapte. Il n'apprécie jamais la vie sur le bateau, mais il l'apprend. Il devient doué pour cela. Il en vient à faire tous les travaux. Trier les poissons, les porter sur des plateaux jusqu'au congélateur, raccommoder, plier, caresser le filet, chercher les déchirures et bien plus encore. C'est la 2e année de Toon Lin sur le bateau, sur ce qui deviendra finalement 14 années en mer. À ce stade, il est un esclave, au sens le plus strict du terme. Il ne peut pas partir. Il n'est pas payé. Il a été amené ici en tant que prisonnier. Il a été vendu lors d'une transaction en espèces. Il travaille sous la menace de la violence. Et il a vu ceux qui se sont rebellés contre cette violence être tués. Son meilleur ami sur le bateau, la seule personne qu'il connaissait avant d'embarquer, a lentement sombré dans la folie. Et finalement, lui aussi a été tué. Même s'ils ne dorment pas beaucoup, c'est ici qu'ils dorment. Toon Lin partage un réduit avec Tulek et le reste de l'équipage avant que Tulek ne meure. Certains sont plus proches de serviteurs sous contrat, d'autres sont des hommes libres qui ont signé de leur plein gré, certains font respecter les ordres du capitaine. Beaucoup occupent plusieurs de ces rôles, selon le moment précis où l'on regarde. Tous dorment ensemble dans un espace de moins d'1 mètre de hauteur. Pour atteindre le lit, ils rampent sur les mains et les genoux sur environ 3,5 mètres dans l'obscurité, par une ouverture qui ne laisse passer qu'une personne à la fois au maximum. C'est ici que Toon Lin dort lorsqu'il ne travaille pas ses journées de 20 heures. Lorsque je visite un trou de couchage similaire sur les quais thaïlandais, l'ouverture arrive juste au-dessus de mon genou et il y fait chaud, exhalant l'odeur sombre, levurée et fécale du corps humain non lavé. Toon Lin et tous les autres travailleurs travaillent dans l'industrie de la pêche, remontant toutes sortes de poissons, mais les eaux de la Thaïlande étaient en train d'être surexploitées. Et à mesure qu'elles étaient surexploitées, de plus en plus de l'industrie thaïlandaise de la pêche reposait en réalité sur le poisson de rebut, les petits poissons, les entrailles, toutes ces choses qui ne peuvent pas être vendues comme poissons, mais qui deviennent à la place de la farine de poisson. Et ils ne rentrent jamais vraiment au port. Ils restent en mer pendant des années d'affilée et d'autres bateaux viennent les réapprovisionner et emmener leur prise au port à leur place. Et cela explique pourquoi des pêcheurs comme Toon Lin ne voient jamais ces petits poissons invendables arriver au port. Ils sont transférés sur un bateau jumeau lors d'un rendez-vous en mer, échangés avec de la nourriture, des cigarettes, des bahts thaïlandais et du carburant. C'est le transbordement en mer. Cela économise du carburant pour les grands navires de pêche réfrigérés et permet à certains bateaux de rester en mer presque indéfiniment, réapprovisionnés par d'autres.
Il se transforme en prison flottante pour les travailleurs victimes de la traite. Alors, une fois que tous ces poissons indésirables arrivent au port, après avoir passé la journée au soleil sur un bateau, ils sont ensuite transportés sur les quais où ils sont déversés à même le sol, en plein soleil, toute la journée à pourrir. Mais en moins d'une journée, un homme muni d'un râteau et portant de hautes bottes en caoutchouc noir pousse ce tas de poissons et de morceaux de poissons vers une gueule béante qui gronde dans le béton des quais. Cela ressemble à un trou dans le sol avec 2 broyeurs en guise de dents et il prend les poissons en décomposition pour les pulvériser encore davantage. L'odeur près du trou est assourdissante. Si vous voulez vraiment savoir ce que vous donnez à manger à vos animaux quand il est écrit « poisson » sur l'étiquette, c'est ça. C'est l'odeur de milliers de petits poissons en décomposition, entassés jusqu'aux chevilles sous le soleil thaïlandais à 32 degrés. Depuis des années, ce lieu contient des niveaux de petits poissons en décomposition jusqu'aux chevilles. C'est une odeur chaude, non seulement à cause du climat et de la décomposition, mais aussi parce qu'il y a des fours derrière. On peut les voir briller derrière l'homme avec le râteau. Les poissons pulvérisés passeront sur un tapis roulant vers ces fours où ils seront cuits en pâte puis transformés en farine. Cela sera vendu à un courtier, acheté par une usine d'aliments pour animaux, puis mélangé avec des ingrédients de dizaines d'autres installations pour créer la base protéique de la nourriture pour animaux de compagnie, pour les fermes piscicoles et pour nourrir les petites crevettes affamées. Mais cela ne concerne que l'industrie responsable de la fabrication de la nourriture pour crevettes, ainsi que pour les chats et les chiens. Le reste de la chaîne d'approvisionnement des crevettes est tout aussi brutal. Par exemple, voici une autre histoire issue de l'industrie de la crevette. Chaque matin à 2 heures, ils entendaient un coup de pied contre la porte et une menace. « Levez-vous ou vous serez battus ». Pendant les 16 heures suivantes, le numéro 31 et sa femme restaient debout dans l'usine, les mains douloureuses plongées dans l'eau glacée. Ils arrachèrent les entrailles, les têtes, les queues et les carapaces des crevettes destinées aux marchés étrangers, y compris les supermarchés et les buffets à volonté. De l'autre côté, aux États-Unis, après avoir été vendus à l'usine d'épluchage de crevettes, le couple était à la merci de leur patron thaïlandais. Enfermés avec près de 100 autres migrants birmanes, des enfants travaillaient à leur côté, dont une fillette si petite qu'elle devait se tenir sur un tabouret pour atteindre la table d'épluchage. Certains étaient là depuis des mois, voire des années, recevant peu ou pas de salaire. À tout moment, quelqu'un surveillait. Benjamin Lor souligne que ce problème est complexe et qu'en fin de compte, il découle de la demande mondiale, mondialisée et insatiable pour toujours plus à moindre coût. C'est une tendance qui imprègne tous les aspects de notre mode de consommation moderne et il n'existe pas de solution simple. Car lorsque la Thaïlande a été exposée, de nouvelles normes ont été imposées et l'industrie thaïlandaise de la crevette s'est effondrée pour ensuite se déplacer vers des pays comme l'Inde et le Vietnam. Et maintenant, la Thaïlande recommence. Les médias passent à côté de cette distinction cruciale. L'esclavage n'a jamais cessé. Il s'est simplement déplacé dans une nouvelle zone d'ombre, ailleurs où les consommateurs américains et occidentaux pouvaient détourner les yeux et faire comme si cela n'existait pas. La Thaïlande propose désormais d'abroger les normes juridiques qui avaient auparavant réprimé l'esclavage dans l'industrie de la crevette et forcé les entreprises à s'expatrier. Le gouvernement thaïlandais a insisté sur le fait que le commerce ne serait pas affecté par les nouvelles directives, soulignant que l'Union européenne, avec laquelle il négocie actuellement un accord de libre-échange, ne représente qu'environ 6% des exportations de produits de la mer. Ces pratiques suivent l'industrie de la crevette partout où elle va. Et dernièrement, c'est l'Inde, car en ce moment, l'Inde est notre plus grand fournisseur. Ce n'est pas un hasard si Sustainability Incubator a constaté que les salaires étaient en moyenne les plus bas en Inde et que les prix y étaient les moins chers. Qui sait ce qui se passe en Équateur? Le marché trouvera l'approvisionnement le moins cher où qu'il puisse être produit. Et cela sera toujours une course vers le bas. Et le bas, ce sera toujours l'esclavage. L'Inde est devenue le principal fournisseur de crevettes des États-Unis, représentant environ 40% des crevettes consommées dans le pays, en partie à cause de reportages médiatiques, dont l'enquête de l'AP qui a révélé l'existence d'une forme d'esclavage moderne en Thaïlande et dans son industrie des produits de la mer. Les reportages de l'AP en 2015 ont permis la libération d'environ 2000 pêcheurs réduits en esclavage et ont entraîné des appels à l'interdiction des crevettes thaïlandaises, qui dominaient alors le marché. Mais malheureusement, cela n'a fait que déplacer le problème vers l'Inde. Les histoires venant d'Inde ressemblent à ceci. Elle a déclaré qu'elle travaillait dans des conditions brutales, à éplucher, couper et râper des crevettes dans une usine pour moins de 4 $ par jour, soit 2 $ de moins que le salaire minimum. Les conditions de travail sont difficiles, dit-elle, essuyant ses larmes avec le coin de son sari rouge. Rester debout de longues heures dans le froid, tout en épluchant et découpant des crevettes, pèse sur mon corps.
Au fait, cette femme est une veuve de 51 ans. Baby, son nom de famille, et d'autres ouvrières ont déclaré qu'elles versaient environ 25 centimes par jour à des recruteurs, prélevés sur leur salaire, rien que pour avoir le droit d'entrer dans l'atelier de transformation. Le transport et les bus de l'entreprise sont également déduits du salaire de certains travailleurs, tout comme le coût du déjeuner à la cantine de l'entreprise. Beaucoup de travailleurs n'ont pas de contrat et n'ont aucun recours s'ils se blessent au travail. Une autre éplucheuse a déclaré qu'elle souffre constamment de maux de dos à cause de ce travail pénible, pour lequel elle est payée environ 3 $ par jour. Certaines ont des mycoses, des ongles causés par de petites fissures qui permettent aux germes de provoquer des infections. D'autres femmes ont les doigts, voire toute la main, qui noircissent à cause des engelures. Meta a déclaré qu'il lui arrive parfois d'amputer. Des journalistes de l'AP ont observé des dizaines de femmes travaillant dans des conditions insalubres et dangereuses. Les crevettes, sorties des bassins extérieurs dans des barils, étaient brassées à la main dans une eau sale. Une fois rincées, elles étaient déversées sur des tables recouvertes de glace où des femmes les épluchaient, une crevette à la fois. Beaucoup manipulaient les crevettes à main nue. Certaines femmes avaient des pansements sur les doigts blessés. Les longs cheveux de certaines femmes pendaient dans les crevettes. Et on s'attend un peu à ce genre de conditions. Peut-être dans des pays du tiers-monde qui transforment votre nourriture, comme l'Inde ou la Thaïlande. Mais le point ici, c'est que Nikanti, l'entreprise pour laquelle elles épluchaient apparemment les crevettes, présente une image très différente. Dans la partie inférieure ici, une vidéo marketing produite par Nikanti, qui prévoit 150 millions de dollars de revenus cette année, montre des éplucheuses de crevettes dans une salle impeccable, avec des tables brillantes et des employés portant des gants, des couvre-chefs, des masques, des bottes en caoutchouc et des tabliers imperméables. Au fait, Nikanti est une filiale de Guess Who? Groupe Union thaïlandaise. Ils ont bien sûr nié les allégations, affirmant que l'entreprise n'avait rien à voir avec le hangar délabré visité par AP et que leur camion aux couleurs de la marque n'était là que parce qu'il était loué à une autre entreprise. Il a fourni un document indiquant que Nikanti avait été payé 3 600 $ pour la location d'un camion pendant 4 mois avec le numéro de plaque d'immatriculation observé par l'AP. Bien sûr, ce document est tout à fait en règle, mais il faut imaginer ce qui se passe réellement sur le terrain lorsque. Voilà l'image qu'il présente, alors que les conditions réelles dans ces pays ressemblent aux histoires que vous entendez. Et je voulais simplement vous donner une petite image, une petite illustration de l'endroit d'où proviennent actuellement toutes les crevettes du monde. Mais pour être clair, l'industrie de la crevette fonctionne comme elle fonctionne. Et si vous voulez vendre des crevettes au prix auquel ces pays les vendent, vous devez concurrencer des pays qui utilisent le travail forcé. Ainsi, vos crevettes à volonté sont le désespoir sans fond d'un autre homme ou d'un enfant esclave. Cette année, en 2025, la Nouvelle-Orléans a accueilli le Super Bowl. Et quelqu'un a eu la brillante idée d'y aller et de faire un petit test sur les crevettes qui étaient vendues à la Nouvelle-Orléans et dans d'autres villes de la côte du Golfe. Il s'avère que tout le monde ment. Les tests ont été réalisés par CD Consulting, rendus possibles grâce à une nouvelle technologie qui permettait d'obtenir les résultats en moins d'1 heure, au lieu d'envoyer les échantillons en laboratoire et d'attendre plusieurs jours. Et qu'ont révélé ces résultats? Eh bien, les villes avec le taux de fraude sur les crevettes le plus élevé étaient Tampa Bay et St. Petersburg, en Floride, avec 96 %. Selon CD Consulting, seuls 2 des 44 restaurants testés servaient de véritables crevettes du Golfe du Mexique, selon une étude. À Bâton Rouge, les chercheurs ont analysé des plats dans 24 restaurants et ont découvert que près de 30 %, soit plus d'1 sur 4, étaient mal étiquetés. Les entreprises familiales de crevettes opérant depuis le port de Tampa peinent à survivre, tandis que les restaurants locaux dupent les clients en leur faisant croire qu'ils servent des crevettes pêchées localement. Ce sont les entreprises familiales et américaines qui subissent les conséquences de notre désir d'avoir le plus, le meilleur et aussi, d'une certaine manière, le moins cher. L'Amérique et le monde occidental ont cette obsession de l'apparence et de l'éthique. Nous voulons nous sentir bien à propos des produits que nous achetons. Nous voulons être absous de nos péchés. Mais l'ignorance n'est pas un bonheur. Et beaucoup, pas tous, mais beaucoup de ces labels censés nous garantir que nous faisons des choix éthiques ne sont en réalité que des autocollants inventés et des arnaques. Les inspections sont souvent bâclées, les audits inefficaces et les failles quasiment infinies. C'est un autre sujet que Loré aborde en profondeur et avec beaucoup de nuances dans son livre. C'est une histoire assez dure quand on s'y plonge vraiment, et ce genre d'histoire est partout.
On ne peut pas faire attention à tout et on ne peut pas être éthique dans chaque décision. On finit par avoir une paralysie décisionnelle. On n'achèterait jamais rien, on ne mangerait jamais rien. Mais il est important de réfléchir à l'origine de ce que l'on possède, à qui en est responsable et à quels sont les coûts cachés derrière des prix bas à long terme. Nous avons des guerres commerciales, de l'inflation, un chaos mondial et une dette nationale qui explose. Ce n'est pas étonnant que l'or atteigne sans cesse de nouveaux records. Avec tout ce qui se passe dans le monde, des milliers de personnes diversifient leurs économies avec de l'or et de l'argent. Et ils se tournent vers mon partenaire en or, qui est Goldco. En ce moment, Goldco vous offre un kit gratuit d'or et d'argent 2025. En plus, vous pouvez obtenir de l'argent illimité si vous êtes éligible. Découvrez comment vous pouvez diversifier vos économies sans impôts ni pénalités. Visitez CandiceLikesGold.com ou appelez le 855-220-2Gold. Je suis sûr que vous savez que P. Diddy est en procès et c'est toujours en cours. Les détails sortent petit à petit. Beaucoup de gens suivent les mises à jour du procès en direct. Il n'y a pas de vidéos provenant des salles d'audience. Malheureusement, nous n'aurons pas d'Amber Heard en train de raconter des choses faites sur le lit ou quoi que ce soit de ce genre. Mais nous avons droit à quelques croquis d'audience amusants et à beaucoup d'histoires vraiment, vraiment horribles de la part de Cassie Ventura dont nous n'allons vraiment pas parler. Je n'ai pas envie d'en parler. Vous n'avez pas envie de les entendre. Si vous tenez vraiment à connaître toutes les choses horribles que Casey accuse Diddy de lui avoir faites pendant qu'ils étaient ensemble ou non. Et tout le reste, vous pouvez tout lire sur Internet. Vous pouvez consulter sa plainte initiale car ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Et je ne veux pas dire que les accusations de Cassie ne sont pas importantes, car elles le sont vraiment. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui est discuté dans la salle d'audience n'est vraiment pas l'histoire que nous étions tous venus entendre. L'histoire réelle dont je veux parler, et dont je suppose que la plupart d'entre vous veulent parler, c'est ce genre d'histoire. Là où Suge Knight a célèbrement accusé Diddy d'être un informateur du FBI de longue date. En avril de cette année, Whitney Webb a publié un excellent rapport sur la jeunesse de Diddy, expliquant comment il a fréquenté une école de garçons entachée de nombreux scandales sexuels, et comment son père était très probablement une balance, un informateur, qui a fini par être découvert et tué. Tout cela s'est produit avant même que Diddy n'entre dans l'industrie musicale, où ses premiers mentors étaient liés à la mafia et à toutes sortes d'autres scandales. La véritable histoire, c'est le procès intenté par Lil Rod, dont nous avons tous déjà entendu parler et discuter. Lucian Grange, le PDG d'Universal Music Group, était initialement cité dans ce procès, tout comme Universal Music Group et Motown, ainsi que de nombreuses autres personnes. Mais leurs noms ont tous mystérieusement disparu. Mais la plainte allègue directement que Grange était présent à ces soirées et qu'il les finançait parfois, en partie ou en totalité. La plainte comprenait ce qui semblait être des captures d'écran de vidéos de personnes célèbres et relatait des cas de coercition impliquant des actes sexuels filmés. Elle comportait de nombreuses allégations précises concernant la drogue, les armes, les prostituées et même des mineurs. Mais la plus grosse révélation de cette affaire, à mon avis, et ce qu'aucun média grand public ne veut aborder, ce sont les allégations de caméras cachées. Citation, pendant que je vivais et voyageais avec M. Combs, M. Jones a découvert que M. Combs a installé des caméras cachées dans toutes les pièces de ses maisons. Mais Jones croit que M. Combs possède des enregistrements des accusés, de Lucian Charles Grange, d'Éthiopienne, d'Abter Mariam, ainsi que d'autres célébrités, de dirigeants de maisons de disques, de politiciens et d'athlètes. Selon toute vraisemblance, ces personnes ont été enregistrées à leur insu et sans leur consentement. Et, comme c'est le cas pour la sextape homosexuelle de Stevie G, ce M. Péniès fourni à M. M. Jones, Combs possède des images compromettantes de toutes les personnes ayant participé à ces soirées déjantées et à ces fêtes privées. Je ne pense pas que toutes ces vidéos soient celles qui seront présentées au tribunal. Ce ne sont que des soupçons. Selon les informations dont il dispose et compte tenu de la mine d'or de preuves qu'il détient, M. Combs se croit au-dessus des lois et intouchable. D'après les informations dont je dispose, M. Combs emploie José Cruz comme directeur informatique. L'auteur de ces lignes s'est entretenu avec plusieurs anciens employés de Mac Combs qui a confirmé que José Cruz est le gardien de Toomus, les enregistrements de Combs. Je tiens à préciser que ce document a été préparé par un avocat et que cet avocat a l'obligation légale de croire que toutes les déclarations contenues dans ce document sont vraies, au moins dans une certaine mesure. On ne peut pas mentir ouvertement. Il ne peut pas dire qu'il a parlé à tous ses autres employés de M. Combs s'il ne l'a jamais fait.
ce serait une faute passible de radiation du barreau. Et donc, ce procès doit au moins avoir du fondement aux yeux de l'avocat. Et peut-être que tout ne serait pas prouvé devant le tribunal, mais ce n'est pas simplement inventé de toutes pièces, n'est-ce pas? Et il y a des allégations très précises, ainsi que des captures d'écran qui semblent montrer des captures d'écran de preuves vidéo. Il y a toutes sortes de choses là-dedans, d'accord? Ajoutez à tout cela le fait que le chef de la sécurité de Didi était Fahim Muhammad. Citation: en 2008, Fahim a obtenu son diplôme de l'Université d'État de Sacramento avec une licence en administration des affaires, avec une spécialisation en immobilier et marketing. Michael Jackson est décédé seulement 1 an après que Fahim ait apparemment obtenu son diplôme universitaire. Fahim était le chef de la sécurité de Michael Jackson et apparemment le deuxième arrivé sur les lieux lorsque Michael est décédé. Ensuite, Fahim se retrouve chef de la sécurité de Didi. C'est un peu bizarre. Au fait, avant de quitter le sujet de Fahim Muhammad, tu te souviens de sa spécialisation en immobilier à la fac? Eh bien, il possède une société immobilière et apparemment, il détient un terrain juste à la frontière du Mexique. Regarde ça. 40 acres de terrain dans le comté de San Diego. C'est ce qu'un père a offert à son fils pour son 13e anniversaire. Il a publié un message à ce sujet sur les réseaux sociaux, rendant leur histoire virale. Sean Combs en a parlé aussi. Fahim Muhammad a acheté 198 acres ici, sur Boulevard, pour se ressourcer. C'est vraiment calme. Le mur est juste là. Pas comme Chicago, pas comme Los Angeles. Il vit à Los Angeles et dirige une entreprise immobilière qui achète et rénove des propriétés dans le sud de Chicago. Il dit que c'est pour créer de meilleures conditions de vie pour la communauté noire là-bas. Fahim dit que sa mère lui a appris, ainsi qu'à ses frères et sœurs, l'importance de posséder sa propre propriété et d'aider leur communauté. Alors, lorsque son fils Fahim a récemment eu 13 ans, il lui a offert 40 acres. Je me suis dit que ce serait une bonne occasion de lui enseigner une leçon sur la valeur de la terre. Ils enseignent ces leçons aux enfants. Ces leçons-là aussi? Tous ces cailloux que tu as ramassés. Ils amènent des enfants des quartiers défavorisés ici pour faire de la randonnée, faire du quad et allumer des feux de camp. Et même s'ils sont juste à côté du mur frontalier, ils n'ont eu aucun problème ici. Ces enfants de la ville profitent de leur propre espace ouvert privé. Ils n'ont eu aucun problème ici. Rappelle-toi, c'était à l'époque du mandat de Biden, quand il y avait toutes sortes de problèmes à la frontière. Si tu possédais un terrain à la frontière où il n'y avait personne, j'ai comme l'impression qu'il y avait des gens qui sautaient par-dessus une clôture. Des bébés qu'on faisait passer par-dessus une clôture et des gens qui couraient à travers ton terrain. Mais ça, c'est encore un tout autre sujet. Mais disons simplement que je me pose des questions. Pourquoi exactement as-tu choisi d'acheter tout ce terrain juste à côté du mur frontalier, Fahim, alors que tu es en même temps le chef de la sécurité de ce genre d'opération de trafic? C'est organiser ces espèces de fêtes bizarres où il y a des allégations selon lesquelles il y avait des amuse-gueules et des choses comme ça. Ouais, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il juge la mauvaise affaire au tribunal. Mais au final, ce genre de choses n'est pas nouveau. Si tu es dans l'industrie musicale, les gens murmurent à propos de Didi depuis que Biggie et Tupac ont été assassinés, ce qui a ouvert la voie à l'ascension de Didi vers le statut de superstar, aux côtés de l'ancien acolyte de Biggie Smalls, Jay-Z. Et je tiens également à rappeler à tous certaines des allégations plus récentes qui ont été formulées. Contre Didi, mais pour Meek Mills, Puff Daddy et les autres, aucun de ces noms. Vous, faux dur à cuire, allez vous faire foutre. Attendez, vous tous faux dur à cuire, allez vous faire foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fiche, tu ne peux tirer sur personne, tu t'es fait avoir car tu as passé un accord, balance. Tu comprends? Voilà pourquoi tu t'en prends à moi. Parce qu'une partie de l'accord pour que tu sois un do or tat et que tu sortes de prison, c'est que tu as promis que tu viendrais me balancer pour la coke. Alors, bande de noquins, fermez vos gueules sur moi! PS. Aujourd'hui, en recherchant cet extrait, nous avons remarqué par hasard que la vidéo originale de Drink Champs sur leur site web, comme sur leur chaîne YouTube, ne comporte plus cette petite section concernant le fait que Didi soit un agent fédéral. Il semble que la vidéo ait été modifiée pour supprimer ce passage. Nous avons donc tout revu et essayé de confirmer et de vérifier ce qui figurait sur le site web de Drink Champs il y a, je crois, 1 an. Mais en ce qui concerne Meek Mills, Puff, Daddy et tous les autres, aucun de ces mecs.
Vous tous, faux durs, allez vous faire foutre. Non, attendez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous tous, fermez vos gueules à mon sujet. Vous voyez où ça coupe vers un autre extrait? Et puis ça revient sur Kanye. Et on n'a jamais eu la suite. C'est un peu bizarre. Et d'après ce qu'on a pu voir, ça s'est produit il y a environ 1 an quand cette vidéo a été mise en ligne. Je présume que cela a un rapport avec Diddy qui mettait la pression en vue de son passage au tribunal, mais on n'en sait rien. On fait juste des observations, c'est tout. Mais de toute façon, rien de tout cela n'est mentionné au tribunal en ce moment. Ça me rappelle presque un certain autre trafiquant sexuel qui ne s'est pas suicidé. Alors n'oubliez pas la véritable histoire parce qu'elle fait partie d'un tableau bien plus vaste. Et je suis sûr qu'on parlera de ce tableau. Dans les prochaines histoires, je veux vous parler de Pure Talk. Et si je vous disais que vous pourriez réduire votre facture de téléphone de moitié tout en soutenant une entreprise américaine qui partage vos valeurs? Des valeurs comme le soutien à nos anciens combattants et la création d'emplois américains. Et si je vous disais que vous n'avez pas à sacrifier la couverture, car vous serez sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique? Je parle de la seule entreprise de téléphonie mobile que Candice recommande, Pure Talk, une entreprise dirigée par des vétérans et qui investit dans une société américaine, une équipe de service client pour que vous ayez le meilleur support possible. Si vous êtes chez Verizon, AT&T ou T-Mobile, rejoignez les centaines de milliers de personnes qui ont réduit de moitié leur facture de téléphone portable. La famille moyenne économise plus de 1 000 $ par an en passant chez Pure Talk. Changez d'opérateur en seulement 10 minutes en allant sur puretalk.com/Owens. Avec des forfaits à partir de seulement 25 $ par mois, qu'attendez-vous? Allez sur puretalk.com/Owens et passez chez Pure Talk. Un service sans fil par des Américains pour des Américains. Je me rends compte que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être aucune idée de qui je suis. Et je me suis aussi rendu compte qu'en parlant de l'industrie de la crevette, il y a tout un tas d'autres sujets sur lesquels j'ai grandi, des histoires que je couvrais tout le temps et qu'on devrait probablement revisiter pour vous apprendre un peu d'où je viens et vous en dire un peu plus sur ce qu'il y a dans la nourriture de votre bébé, ainsi que dans tous les autres produits dans les rayons de votre supermarché. Voici donc l'une des toutes premières vidéos TikTok que j'ai jamais réalisées. Cela résumait toute ma première enquête dans les rayons des supermarchés et sur ce qu'il y a dedans. Qui possède vraiment tout et qu'est-ce qu'ils mettent dans tous ces produits? Après avoir découvert que Target a des rayons entiers de shampoings qui appartiennent tous aux mêmes méga-corporations, j'ai décidé d'aller regarder plein d'autres produits que nous mettons sur notre corps et dans nos différents orifices. Parce qu'on a tous l'impression que ce n'est qu'une illusion de choix, mais c'est différent quand on le voit vraiment comme ça, comme tout le rayon de déodorant chez Rite Aid, où il n'y a que 3 options qui n'appartiennent pas à des méga-corporations. Mais plusieurs sont spécifiquement conçus pour donner l'impression d'être naturels et authentiques, comme Schmidt's ou Tom's of Maine. D'ailleurs, c'était exactement la même histoire pour les déodorants pour femmes. Une option cachée tout en bas. Je suis allé dans les rayons soins de la peau de plusieurs magasins. Ils font exprès de donner à la marque une apparence médicale comme si c'était formulé par des médecins. Ils font de la publicité partout en disant que c'est approuvé par des experts. Tu sais, formulé par des médecins qui travaillent pour Procter & Gamble et approuvé par des experts qui travaillent chez Unilever. Même dans des magasins de beauté haut de gamme comme Ulta, je n'ai trouvé que 2 types de shampoings appartenant à des femmes, des fondateurs ou des familles. Des restaurants appartenant à des méga-corporations et à des fonds d'investissement privés de milliardaires qui, j'en suis sûr, se soucient énormément de vos cheveux et de votre santé. Ils n'incluraient jamais de substances cancérigènes ou de produits chimiques toxiques dans leurs produits. Évidemment, tous les recours collectifs que vous pouvez trouver sur Google ne sont que de la peur. Mais dans certains rayons, il y a des marques fondées par des créateurs ou des familles, créées par de vraies personnes qui se soucient réellement de vous, cachées parmi toutes ces autres méga-corporations conçues pour se fondre dans la masse. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer des tableaux Excel et à les distribuer gratuitement sur mon site web. Avec tous les différents types de, vous savez, produits de santé et avec tous les différents types de soins de la peau, de produits de soins personnels, de shampoings, avec des listes des différentes marques que nous consommons tous au quotidien et des méga-corporations ou entreprises qui possèdent ces marques. Parce que je n'essaie pas de dire que toutes ces marques sont forcément mauvaises pour vous. J'essaie simplement de dire que lorsque vous achetez ces marques, votre argent va à ces méga-corporations. Et les méga-corporations suivent à peu près tout le même manuel d'entreprise. Les principaux actionnaires de Target sont Vanguard, State Street et BlackRock, ainsi qu'une multitude de banques d'investissement et de fonds de capital investissement.
En environ 4 heures de travail, leur PDG gagne autant que l'employé moyen de Target en une année entière, ce qui ne représente, en 2023, qu'environ 17 500 000 $. Je veux dire, le pauvre a même eu une réduction de salaire. Comment va-t-il pouvoir payer l'hypothèque de son autre appartement dans les Caraïbes? Il devra peut-être même vendre un de ses yachts. Pour être clair, c'était une blague. Je ne sais pas si Brian possède des yachts. Je n'essaie pas de répandre de fausses informations, TikTok. Ce ne sont que des faits purs. Je suis sûr que Brian est quelqu'un de bien. Et beaucoup de gens interprètent mal mon message, pensant que je dis que le capitalisme est mauvais, que le capitalisme est le diable, mais ce n'est pas vraiment ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que le capitalisme est ce que nous en faisons avec notre capital. Et lorsque nous soutenons tous d'immenses méga-entreprises monopolistiques, nous contribuons à maintenir cette version du capitalisme qui ressemble en réalité bien plus à une oligarchie d'entreprises. Et nous avons intrinsèquement le pouvoir de la changer, ou du moins d'exercer une pression dessus. Si nous arrêtons de dépenser notre argent ici et que nous commençons à en donner davantage à des entreprises comme celle-ci, nous pouvons réellement changer le monde. Je sais que ça sonne un peu cliché, mais c'est vrai. La raison pour laquelle les méga-entreprises font cela, c'est pour maximiser les chances que la majorité de notre argent soit dépensé pour leurs produits. Mais nous avons tous le pouvoir d'entrer dans ce rayon et de trouver ce petit endroit où se cachent les vraies entreprises appartenant à de vraies personnes. Et de dépenser notre argent pour ces produits-là. Parce que cet argent ne va pas dans les primes de PDG à plusieurs millions de dollars. Il va aux employés de vraies entreprises qui prennent réellement soin de leurs gens. Il sert à voter pour des produits qui ne sont pas remplis de produits chimiques. Des produits chimiques qui provoquent la perte de cheveux, ce qui permet ensuite à ces mêmes entreprises de vous vendre des produits pour prévenir la perte de cheveux. Je n'invente rien. Le rayon chez Target propose ces deux produits, tous deux appartenant aux mêmes entreprises, tous deux sur la même étagère, juste à côté l'un de l'autre. Je me demande bien pourquoi. Je sais que les temps sont durs pour beaucoup de gens. Je sais que l'économie est catastrophique et qu'elle va probablement empirer, mais les produits de soins personnels sont un excellent point de départ pour changer vos habitudes de consommation. Parce que ce n'est pas comme la nourriture que vous devez consommer tous les jours, et vous n'avez pas besoin de dépenser des sommes folles pour acheter de meilleures marques. Il suffit juste d'acheter, vous savez, une meilleure marque. Une fois par mois ou toutes les 2 semaines, vous voyez? C'est une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars. C'est énorme. Et si nous commençons tous à voter avec notre argent, nous pouvons tout changer. 2023 a été plutôt déprimante. Et je vous garantis que 2024 sera tout aussi, voire plus, déprimante. Mais pour moi, 2024 sera entièrement consacré à ce que nous pouvons faire pour changer les choses, pour rendre le monde meilleur. Et nous savons tous que le monde est dirigé par l'argent. Alors commencez à utiliser le vôtre pour soutenir des entreprises qui rendent le monde meilleur, pas pire. Quel retour en arrière. C'est de là que vient votre gars. Et c'est vraiment sur ça que j'ai commencé quand j'ai fait ma première vidéo TikTok. C'est comment fonctionne ce monde et qui possède toutes les choses que nous utilisons. Et avec le temps, à force d'examiner de plus en plus de produits et de plus en plus d'industries, et en commençant simplement à apprendre où va tout cet argent, j'ai commencé à remarquer les schémas, à comprendre comment ça fonctionne et à voir des solutions. Un de mes endroits préférés pour commencer ce genre d'enquête, qui n'a pas vraiment été mentionné dans celle-là, c'est Hidden Valley Ranch. À votre avis, qui possède Hidden Valley Ranch? Et je vous invite à chercher ça sur Internet parce que vous pouvez tous faire cette recherche aussi. Et ce n'est pas difficile. Vous pouvez le faire au supermarché, sur votre téléphone. Vous pouvez le faire tout de suite sur votre ordinateur. Mais quand vous cherchez qui possède Hidden Valley Ranch, vous allez voir quelque chose comme ça à l'écran et vous découvrirez que c'est détenu par Clorox, la société d'eau de Javel. Mais ce n'est pas le sommet de la chaîne. Si vous cherchez qui possède Clorox, vous verrez que c'est une société cotée en bourse, du genre dans laquelle vous pouvez acheter des actions, n'est-ce pas? Et le mot que vous devez chercher pour savoir qui possède une société cotée en bourse, c'est Clorox Institutional Ownership, propriété institutionnelle de Clorox. Et quand vous faites cela, vous obtenez 2 écrans comme ceci, où vous pouvez aller sur un site web qui vous donnera en fait la liste complète, et ce n'est pas difficile à trouver. Et quand vous allez sur un site comme Yahoo Finance et que vous trouvez la liste complète, vous allez remarquer quelque chose d'assez rapidement. Les principaux actionnaires de pratiquement toutes les entreprises américaines sont Vanguard, BlackRock et State Street. Mais en réalité, BlackRock possède State Street, donc il ne reste que Vanguard et BlackRock. Et juste en dessous, on retrouve toujours toutes les banques, les gestionnaires de fonds, le capital investissement, etc.
et aucun d'entre eux ne ressemble à aucun d'entre nous. Et plus vous faites cela et regardez autour de vous, plus vous vous en rendrez compte. Ces mêmes institutions financières se retrouvent au sommet de pratiquement toutes les sociétés cotées en bourse aux États-Unis, n'est-ce pas? Même celle que vous pensiez être naturelle est détenue par une famille ou un fondateur comme Dave Skiller. Bread, non, a été racheté il y a longtemps par Flowers Foods. Et quand vous regardez Flowers Foods, Vanguard et BlackRock sont les principaux actionnaires. Vous continuez à faire cela encore et encore pour différentes industries et très vite vous remarquez que toutes sortes d'entreprises différentes, alimentation et boissons, banques, grandes entreprises technologiques, chacun de ces petits carrés à l'intérieur de ces plus grands carrés représente de grandes entreprises dont vous reconnaîtrez les noms. Et vous pouvez probablement zoomer sur certaines d'entre elles. Et les surlignages rouges représentent Vanguard, BlackRock, State Street et tous les autres noms sur ces listes sont leurs alliés. Remarquez qu'il y a même des services funéraires et de soins palliatifs. Ils possèdent l'eau et les services publics. Ils contrôlent à peu près tous les aspects de nos vies. C'est verrouillé de façon massive. L'ensemble du marché ressemble en quelque sorte à un grand jeu de conglomérat où chacun joue son rôle. Et ils ont tous leurs différentes entreprises, mais elles appartiennent toutes aux mêmes institutions financières et toutes ont l'obligation fiduciaire de faire gagner de l'argent à leurs actionnaires. C'est une obligation légale. La loi l'exige dans toutes ces sociétés cotées en bourse, de maximiser la valeur pour les actionnaires. Et tout ce que vous voyez sur ces listes, ce sont leurs principaux actionnaires. Ils sont donc légalement tenus de faire ce qui est le mieux pour toutes ces institutions financières, pas pour vous. Une fois que vous prenez cela et que vous allez dans un supermarché pour regarder les produits sur les étagères, la situation devient rapidement assez sombre. Parce que ce que j'ai commencé à faire, c'est simplement colorier. Tout ce qui appartient à une méga corporation, oups, il ne reste plus beaucoup d'options. Regardez le rayon des aliments pour bébés là-bas. Il n'y a pas une seule option d'aliments pour bébés qui ne soit pas d'une grande entreprise dans ce magasin. C'est un Winco. On va revenir sur les aliments pour bébés. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez faire la même chose avec la lessive. En fait, la première catégorie que j'ai faite, c'était les tampons et les produits féminins. Le rayon des céréales, une vraie mine d'or pour les supermarchés. Et on pourrait continuer comme ça indéfiniment. Ça ne s'arrête jamais. Et j'ai fait ça pendant toute une année, croyez-moi. Mais j'ai dit que je voulais revenir sur les aliments pour bébés, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir qui possède ces marques, mais aussi du fait que leur devoir fiduciaire est envers les institutions financières comme les banques. Leur travail consiste simplement à fabriquer le produit le moins cher qui rapportera le plus, qui se vendra au plus grand nombre, peu importe la manière. Et quand on parle de quelque chose comme la nourriture pour bébé, il y a de graves conséquences à agir ainsi. Ce rapport est un rapport officiel publié par les États-Unis, Chambre des représentants, où ils ont commandé une étude sur ce que contiennent nos aliments pour bébé. Et ils ont découvert que la nourriture pour bébé était fortement contaminée par de l'arsenic, du plomb, du cadmium et du mercure. Et je veux que vous remarquiez les marques qui apparaissent en bas de l'écran, là où se trouve le logo de la Chambre des représentants. C'est Gerber, Happy Baby, Plum, toutes ces différentes marques dont vous pourriez penser. Je croyais que Plum était bio. Oui, c'est détenu par une méga corporation. Et quand ils ont testé ce qu'il y avait dans ces aliments pour bébés, c'était consternant. Les résultats des tests sur les aliments pour bébés et leurs ingrédients dépassent ces seuils, c'est-à-dire les niveaux considérés comme sûrs, y compris les résultats. Jusqu'à 91 fois le taux d'arsenic, jusqu'à 177 fois le taux de plomb, jusqu'à 69 fois le taux de cadmium et jusqu'à 5 fois le taux de mercure. C'est censé être autorisé dans notre nourriture pour bébé alors que ça devrait être 0, mais même ainsi, c'est vraiment sombre. Et si vous ne saviez pas cela, si vous ne saviez pas qui fabrique la nourriture de votre bébé et à quel point il se soucie peu de la santé de votre enfant, vous lui donneriez probablement à manger cela. Et beaucoup d'entre vous l'ont probablement déjà fait. Et je tiens à souligner que vous ne devez pas vous sentir coupable pour cela. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'acheter autre chose. Et la plupart de vos bébés iront bien. Mais c'est effrayant à savoir. Et il est important de chercher des solutions. Et malheureusement, ces solutions ne sont pas facilement accessibles ou simples. C'est vrai. Vous pourriez préparer vous-même la nourriture de votre bébé à la maison, en cuisinant toute votre nourriture, mais beaucoup de parents doivent travailler toute la journée, n'est-ce pas? C'est tout l'intérêt d'avoir ces aliments pour bébés pratiques. Et on n'a même pas parlé du lait infantile, qui est vraiment problématique. Mais une solution que j'ai retrouvée encore et encore, dans tous les rayons, partout où j'allais, c'est celle-ci.
Quand vous trouvez des marques qui appartiennent à des familles, à leurs fondateurs, à de vraies personnes, bien souvent, ces marques sont plus engagées envers les humains, envers vous, le client. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont se faire avaler. Ils vont se faire écraser par la grande concurrence. Ils doivent faire quelque chose d'exceptionnel. Et généralement, ce sont aussi de vraies personnes qui ont des enfants et qui sont dans ce secteur pour une raison. Et donc, j'ai commencé à remarquer que les marques détenues par des familles ou des fondateurs, pour de nombreuses raisons évidentes, sont globalement une bien meilleure option. Et il n'est pas difficile d'acheter des produits de marque familiale. Souvent, ils sont au même prix. Parfois, ils coûtent un peu plus cher, mais en réalité, le plus difficile, c'est simplement de les trouver, car l'espace en rayon se vend dans les supermarchés. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, achetez ce livre. Ce n'est pas sponsorisé, c'est juste incroyable. L'espace en rayon est volontairement mis en vente afin qu'il puisse monopoliser tout le rayon et rendre très difficile la découverte de toutes les petites marques qui concurrencent ce gigantesque système d'entreprise. Mais si vous savez quelles marques vous cherchez, vous pouvez simplement aller les trouver et les acheter. Et soudainement, vous pouvez boycotter toute la cabale financière maléfique d'un seul coup. Donc, ce que j'ai commencé à faire il y a des années, enfin, il y a 2 ans en réalité, écoutez, je suis vraiment vieux. Je suis comme un vieux de la vieille, les gars, je fais ça depuis toujours. Mais pendant toute l'année 2023 et une partie de 2024, j'ai créé ces tableaux et je les ai mis en ligne gratuitement sur mon site web. Et même si j'ai fermé cette ancienne boutique parce que j'étais nul pour gérer un magasin de vêtements, j'ai toujours ces tableaux disponibles sur ce site. Le site, c'est cancelthisclothingcompany.com/resource et on mettra un lien ci-dessous. Et les tableaux sont encore en ligne à ce jour. C'est sur Google Docs. Alors, vous savez, faites attention à vos documents. Mais je dois vous prévenir qu'ils vont bientôt être retirés. Pas parce qu'on déteste le projet ou quoi que ce soit, mais parce qu'on prépare quelque chose de bien plus cool. Et je ne veux pas trop en dire pour l'instant. Mais disons simplement que depuis le début, les gens me demandent si on pourrait utiliser son téléphone pour scanner des produits et savoir à qui ils appartiennent. Et toutes ces informations qui étaient sur ces feuilles, et même plus, ce serait une révolution. Et à un moment donné, j'ai reçu un email de 2 personnes qui m'ont dit « Hey, on a pris tes tableaux et on en a fait une appli et on veut te la montrer. » Et ils sont géniaux. Ce sont de vrais magiciens. Et une application va sortir. Je ne peux pas trop en dire pour l'instant, mais elle arrive vraiment et ça va être incroyable. Et nous allons mettre un lien ci-dessous dans la description pour que vous sachiez où aller. Suivez le lien pour recevoir les mises à jour dès que ce sera prêt. Parce que ça va arriver et d'ailleurs, ce ne sera pas un truc pour faire des profits fous. On ne va pas, se faire plein d'argent sur votre dos. Nous allons créer un produit génial que j'utiliserai tous les jours parce que nous voulons que vous puissiez, enfin, il ne s'agit pas de boycotter ceci ou cela ou de fermer telle ou telle entreprise. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce qui est éthiquement juste ou bon pour votre santé. Nous sommes là pour vous donner l'information. Ainsi, si vous ne voulez pas acheter chez Nestlé pour une raison ou une autre, vous pouvez savoir ce qui leur appartient, car ils possèdent des centaines de marques. Si vous ne voulez pas acheter chez Bud Light ou chez n'importe quelle autre entreprise, c'est votre choix. Cet outil va vous aider à le faire, n'est-ce pas? Pour moi, ce sera pour aider à retrouver la famille et à fonder vos propres entreprises. Pour vous, cela peut être ce que vous voulez. Et maintenant, je veux vous parler du financement américain. La dette ne surgit pas du jour au lendemain. Elle s'accumule petit à petit. Carte de crédit, prêts automobiles, factures médicales. Et soudain, vous jonglez avec les paiements. Vous vous sentez coincé. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas coincé. Vous avez juste besoin d'un nouveau départ. Chez American Financing, ils aident chaque jour des propriétaires comme vous. Ils utilisent la valeur nette de votre maison et regroupent toutes ces dettes à taux d'intérêt élevés en un seul paiement simple et abordable. Ils font économiser en moyenne 800 $ par mois aux propriétaires. Aucun jugement. Aucune pression. Juste de vraies solutions qui vous redonnent le contrôle. Imaginez pouvoir respirer à nouveau, dormir à nouveau, savoir que votre avenir vous appartient. Tout commence par un simple appel et il ne faut que 10 minutes pour démarrer. Et il n'y a aucun frais initiaux, donc cela ne coûte rien de découvrir combien vous pouvez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même reporter vos 2 prochains paiements hypothécaires. Les conseillers d'American Financing, rémunérés à salaire, sont prêts à vous écouter et à vous aider. Retrouvez votre tranquillité d'esprit avec American Financing. Appelez American Financing dès aujourd'hui au 800-795-1210. C'est le 807-95-1210. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. Nous adorons les commentaires que vous nous envoyez. C'est vraiment touchant de recevoir autant de soutien et de bons fous rires grâce à tout ce que vous êtes. Alors, pour conclure aujourd'hui, nous allons jeter un œil à certains de vos commentaires. Christmas75 a dit
Je suis tellement impressionné par le choix de Candace, non seulement parce qu'Ian est tout à fait capable de faire du bon travail, mais aussi parce qu'il a des idées politiques différentes de celles de Candace. Et ces deux-là montrent aux gens comment être en désaccord avec respect tout en continuant à travailler ensemble. Oui, c'est exactement ce qu'il nous faut dans ce monde et je ne pourrais pas être plus d'accord. Candace, je l'aime et la respecte totalement. Même si nous ne sommes pas d'accord sur certains sujets, cela n'a aucune importance. On peut être amis avec les gens, peu importe les différences. Kenny Semper 2719 a dit « On a Ian Carroll qui remplace Candace avant la sortie de GTA 6. Laissez ça vous interpeller. » Classique. Wearing Light Being a D. Ian est tellement respectueux de l'émission de Candace qu'il avait même peur de dire « enfer ». Je ne savais vraiment pas et je ne voulais pas faire d'erreur. Et en quelque sorte, j'avais l'habitude d'enseigner beaucoup. Du coup, j'aime bien revenir à mes premières amours, où l'on crée du contenu tout public. C'est une sensation agréable. À NCD 48, retrouvez tout cela et bien plus encore sur Candace. Alors, j'espérais un peu avoir un bébé. Montage Ian Carroll. Bon, n'y comptez pas trop, mais on fera peut-être quelque chose comme ça. À la fin du temps, je suis là. Je ne sais pas. Faith-Based Living 939 dit « En tant que mère de 4 enfants, merci Yann d'exposer ce genre de mafia. Enfin, d'entreprise. Oui, si vous n'avez pas encore vu l'épisode qu'on a fait sur Urban Air, les 2 derniers épisodes de cette semaine portèrent sur cette histoire complètement folle qui a éclaté chez Urban Air. Et ne vous inquiétez pas, on va encore faire plein d'autres vidéos sur tout ce fiasco la semaine prochaine. Nous prenons simplement notre temps pour bien comprendre l'histoire, rassembler tous les documents que nous avons et vraiment construire un excellent récit. Parce que nous voulons faire de notre mieux pour Tiffany Shancy, pour tous les autres enfants et familles qui ont été touchés par cela et, espérons-le, pour provoquer un changement, donc. Cheryl Lynn 101 dit « Mon mari a attaché le harnais pour notre fils de 9 ans et a testé le système de clip dans quelques-uns de ces endroits. Il était plus conscient des risques que moi. Nous sommes même allés dans des salles d'escalade en intérieur aussi, où il a insisté pour tout vérifier. Il ne se souciait pas de vexer ou d'énerver quelqu'un. Il était simplement fermement déterminé. Entendre cette histoire me fait l'aimer encore plus. Merci, Yann. Tu as été formidable. C'est un homme bien. Plus de masculinité saine, où l'on prend soin de sa famille, où l'on s'assure que ses enfants sont en sécurité. Ne confiez pas la sécurité de vos enfants à un adolescent de 16 ans sous-payé dans un parc de trampoline détenu par un fonds d'investissement privé. Ce n'est jamais une bonne idée. À Al de la Cueva a dit « Ma fille a travaillé chez Urban Air. Elle avait 16 ans. Elle s'est plainte de n'avoir eu aucune formation et d'avoir dû attacher les enfants. Elle a démissionné disant que la direction était irresponsable. L'endroit était un vrai désordre. Les parents doivent savoir ce qui s'y passe. Et c'est ce que nous constatons dans ces lieux. Merci de sensibiliser à ce sujet. Oui, je suis content que votre fille soit partie, qu'elle soit en sécurité et qu'aucun scandale horrible ne se soit produit sous sa surveillance. » Chez Gematic, Léon a dit « Tiffany sensibilise presque à elle seule sur la façon dont les fonds d'investissement privés détruisent les petites entreprises familiales. Vous avez tellement raison. Tiffany est une véritable star, une légende, et son histoire, elle a travaillé si dur pour la faire connaître, et c'est vraiment un honneur de pouvoir contribuer à la raconter. Et d'aider à sensibiliser non seulement à ce qu'elle a vécu, mais aussi à ce que toutes ces autres familles ont traversé lors d'arbitrages secrets dont elles n'ont pu parler que maintenant. Et je ne peux qu'espérer le meilleur pour toutes ces personnes qui ont tant souffert à cause de cela. C'est vraiment une tragédie. Donc, sur une note positive, c'est vraiment touchant de voir vos réactions à mon égard. Merci pour tous ces merveilleux commentaires. C'est vraiment amusant de les lire, d'en rire, de les partager avec l'équipe et de passer un bon moment avec vous tous. Et avec tout le monde ici au Candace Show. Ce n'est que la première semaine. Je prends mes repères. On met nos histoires au clair. La semaine prochaine, on vous prépare plein de super contenus aussi. Mais pour l'instant, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tous vos amis et de vous abonner à la chaîne de Candace. La mienne est liée ci-dessous. Allez, passez un excellent week-end. Restez en bonne santé, soyez heureux et on se retrouve la semaine prochaine.